Bonsoir à tous, bienvenue à ce 20h, en voici les titres. Retour sur les négociations salariales avec le président Talon. À côté des salaires des APE, le plaidoyer des 12 mois aux enseignants aspirants a eu un écho auprès du chef de l'État. On l'entendra aussi sur les rumeurs liées aux pensions des députés. Les Béninois se prononcent sur les résultats issus des négociations salariales avec le président de la République. On entendra des citoyens d'Abomey, de Porto Novo et de Cotonou. Mesures de soutien au secteur agricole face à la flambée des prix alimentaires, des opportunités à saisir sur toutes les chaînes de valeur par des mesures aussi bien de l'urgence que structurelles. Bonsoir à nouveau et bienvenue dans ce journal. On le sait déjà, les salaires seront augmentés par palier de revenus avec plus de solidarité pour les petits salaires. Les retraites aussi seront bonifiées. La synthèse avec Jérôme Moubo et Harold Coutan. Tenant compte de la cherté de la vie, Patrice Talon a annoncé la revalorisation salariale et le relèvement du salaire minimum interprofessionnel garanti SMIG. On prépare à cette rencontre les représentants des centrales syndicales, le patronat, face au chef de l'État et les membres de son gouvernement. Qu'est-ce qui doit primer entre résorber le chômage, recruter beaucoup, satisfaire les besoins de l'administration et les besoins de nos populations à donner plus d'emplois à nos enfants? Est-ce que c'est la première priorité? Ou bien c'est la deuxième priorité et que la première est la revalorisation des salaires des actifs, ceux qui sont aujourd'hui agents publics? À cette question, l'exécutif a souhaité avoir les avis des partenaires avant l'arbitrage. Les salaires qu'on veut augmenter là, est-ce qu'on va augmenter ces salaires dans les mêmes proportions pour tout le monde? Est-ce que celui qui gagne déjà 1 million doit être augmenté dans les mêmes proportions que celui qui gagne 70 000? Est-ce qu'il ne faut pas augmenter celui qui a 70 000 beaucoup plus? Parce que quand même on sait que souvent, ils vont sur le même marché. Au marché, ils vont acheter le maïs, le pain, au même prix. Donc, la revalorisation qu'on veut faire, est-ce qu'il ne faut pas même différencier cela sérieusement? Pour que si on doit augmenter les hauts salaires, par exemple de 5%, 10%, ou même de 0 pour les très hauts salaires, très peu, que ça nous permette d'augmenter les bas salaires de beaucoup. Les échanges ont été fructueux entre les participants, chacun fidèle à son objectif. Après retrait et consultation, les syndicats ont émis leurs souhaits. Les employeurs acceptent de faire une augmentation du SMIC à 30%, ce qui nous amènerait à 52 000 francs. Mais avec une exigence que nous partageons avec eux sur le coût de l'assurance. Parce que les 52 000 francs, c'est sans l'assurance qui doit s'ajouter. Sur le coût de l'assurance, que le gouvernement accepte de faire une concession, donc de la réduire. Entre autres, 2 niveaux d'augmentation de salaire ont été retenus. L'amélioration du point d'indice pour impacter également les pensionnaires, puis une augmentation différenciée du salaire. Elle sera faite en 4 paliers selon les salaires de 52 000 à 100 000 francs, de 100 001 à 200 000 francs, de 200 001 à 500 000 francs CFA et les plus de 500 000 francs CFA. Cette augmentation annoncée en pleine crise est une première et elle témoigne de la volonté manifeste de Patrice Talon de placer son second mandat sous le signe du hautement social. L'impact de ces revalorisations pourrait être ressenti par chaque travailleur dès le mois de novembre 2022, si tout va bien. Solidarité pour les agents permanents de l'État d'une manière générale, mais aussi solidarité pour les enseignants aspirants dans ces négociations salariales. Au plaidoyer porté par les syndicats pour passer de 9 à 12 mois de salaire aux enseignants aspirants, le chef de l'État répond par un appel à la solidarité à travers un partage de la ligne budgétaire sociale dédiée à ces négociations salariales. On l'écoute. Les enseignants, ceux que nous appelons aspirants,
qui sont aujourd'hui payés maximum 9 mois sur 12, dont les cas sont évoqués par les partenaires sociaux tout le temps, que nous vous rencontrons. Qu'il faut leur donner une stabilité dans cet emploi-là, qu'ils deviennent véritablement des enseignants professionnels et qu'ils soient payés 12 mois sur 12. Voilà quelque chose qui est pertinent. Mais passer de 9 mois de salaire à 12 mois de salaire, c'est un tiers de l'existant, d'une augmentation de la masse salariale. Est-ce qu'il ne faut pas utiliser davantage les ressources pour faire de ceux-là des salariés pleins de l'État, pour qu'ils aient 12 mois de salaire dans l'année au lieu de 9 mois de salaire? Mais s'il faut augmenter notre masse salariale en faisant de ceux-là des salariés pleins de l'État, c'est autant de ressources en moins pour l'augmentation des salaires de ceux qui sont déjà à 12 mois sur 12. Ça, par exemple, c'est aussi un choix à faire. Les députés verraient-ils aussi leur pension augmenter, comme le suggère une rumeur qui circule de manière folle ces derniers temps sur la toile? Patrice Talon y répond. Vous avez parlé de pension de députés. Moi aussi, j'ai entendu, à l'ouverture de la session ordinaire du Parlement, j'ai entendu dans les propositions de loi, ce n'est pas un projet de loi, M. Kassa, qu'une loi sera votée pour une pension aux députés. J'ai vu ça, j'ai découvert ça comme vous. Le gouvernement n'a pas envoyé de projet de loi au Parlement pour fixer une pension pour les députés. Si vous voulez connaître mon avis là-dessus, je n'ai pas l'habitude de faire ce genre de débat en public, mais je ne suis pas favorable à ça. Mais les députés, on les a élus, vous les avez élus comme tous, pour qu'ils prennent l'initiative des lois. Donc s'ils ont pris l'initiative de cette loi-là, le gouvernement aura à se prononcer. S'ils ont les moyens de le faire, tant mieux. Mais s'il faut compter sur les moyens de nous tous, là, nous aurons à nous prononcer. Et devant le Parlement, nous dirons qu'on n'a pas ces moyens-là. Il y a des choses qui sont plus urgentes. Alors, s'il faut une pension pour les députés, il faut une pension pour les maires, il faut une pension pour les ministres, il faut une pension pour tous ceux qui ont une fonction politique. Or, la fonction politique n'est pas du métier. La pension provient de ce qui est de notre métier, ce pourquoi nous travaillons dans notre vie. La fonction politique est une parenthèse dans notre vie au quotidien. On va servir et on revient faire ce pourquoi on est formé, c'est pourquoi on a vocation. Techniquement, c'est compliqué. Moralement, c'est pas bien, c'est pas éthique. Il y a plein de choses qui font que cette pension qui est évoquée par cette proposition de loi, moi, soulève en moi quelques réserves. C'est vrai que la question de la pension des présidents d'institutions, de ceux qui ont exercé des hautes fonctions comme président de la République, président de l'Assemblée nationale, requiert notre attention. Parce que c'est des fonctions de représentation. Un ancien président de la République ne veut pas être dans le dénuement et devenir un clochard dans les rues, ne pas avoir à manger. Même pour l'image du pays, ce n'est pas bien. Donc, il y a quelques fonctions sur lesquelles, comme ça, pour lesquelles il faut effectivement qu'il y ait une prise en charge. Parce que ces personnes continuent de représenter le pays, même s'ils ne sont plus dans la fonction. Et puis au cœur de ces négociations salariales, une question à hauteur de dilemme. Quel arbitrage faire entre les légitimes demandes sociales et les besoins cruciaux d'investissement productif? Véritable question de choix de modèle de société. Patrice Talon pose le sujet et propose sa vision. Il penche pour un modèle tourné vers la promotion de l'entreprise et de l'investissement comme source de croissance à redistribuer. Patrice Talon. C'est un débat qui nous fait perdre du temps, mais c'est un débat qui vaut son pesant. Quel est notre choix de société? Parce que beaucoup de décisions actuelles et à venir seront fonction de l'environnement du travail. Nous ne l'avons pas caché. Ce gouvernement-ci ne l'a pas caché. Il a dit haut et fort, et j'aimerais qu'à l'avenir, que vous soyez d'accord ou non, vous tenez compte de ça. Pour dire, c'est ce choix qui a été fait, c'est le modèle qui a été choisi. Donc, toutes les décisions que nous aurons à prendre doivent être en cohérence avec ce modèle. Ce modèle qu'on a choisi au Bénin, c'est celui de promouvoir la création d'entreprises
pour la création d'emplois. C'est ça qu'on a choisi. Tout ce qui concourt à la promotion de la création d'entreprises relève de notre choix désormais. Et si il y a des pays qui font des choses mieux que nous pour attirer davantage d'investisseurs, pour qu'il y ait plus de création d'emplois, nous voulons mieux faire qu'eux. Parce qu'on veut que le Bénin attire davantage d'investissements et de création d'emplois. Parce que nous observons le Bénin depuis 10, 20, 30 ans. Nous voyons que le chômage augmente. Et nous ne voulons pas que le chômage continue d'augmenter. Si on fait exactement comme on fait depuis 20, 30 ans, ben, tout sera pareil. Mes chers amis, comment on fait pour que la situation dans laquelle nous sommes depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans ne reste pas la même? Comment on fait pour que le Bénin soit un pays où les emplois se créent? Donc, vous et nous sachons bien que la vocation du privé, c'est de gagner de l'argent. Aidons-les, poussons-les dans leur vocation, parce que nous savons que la conséquence, qu'ils veuillent ou non, c'est la création d'emplois. Une fois qu'on a fixé un salaire minimum du domaine de la loi, la politique salariale dans l'entreprise, qu'il faut augmenter, qu'il ne faut pas augmenter, si les gens sont... Si, toutes les fois qu'on augmentera le salaire minimum à la base, est-ce que ça doit entraîner tout de suite une correction des salaires qui suivent? Je préfère qu'au-dessus, la politique salariale relève du dynamisme des entreprises. Parce que ce qui m'intéresse, et je vais le dire, je ne suis pas gêné de le répéter, ce qui m'intéresse, c'est le grand nombre d'entreprises qu'il y aura au Bénin pour créer un grand nombre d'emplois. Au bilan, en tout cas, des négociations salariales entre syndicats et président de la République du 26 avril 2022, Patrice Talon confirme devant les syndicats son engagement à revaloriser les salaires. Le principe d'augmentation par palier acté reste à palper les liasses qui vont gonfler les revenus mensuels. En attendant, que pensent les Béninois de ces conclusions? Écoutons ceux d'Abomey avec Roland Tchanka et Kadnel Kapo. Le gouvernement du Bénin ne cesse de nous émerveiller par les mesures prises pour accompagner la population. Mais pour hier, ce qui nous a épaté le plus, c'est la présence même du chef de l'État pour la conduite de ces opérations. Il était présent lui-même. Nous en sommes contents. Tout simplement parce que la promesse du président a été tenue et les syndicats qui nous ont représentés ont bien négocié. C'est vrai que tous les points n'ont pas été abordés. Ce que nous voulons tout simplement, c'est que ce qui est retenu là puisse vraiment être réalisé en son temps. Je pense que face à la situation de la condition de vie des aspirants, le chef de l'État, en tant que bon père de famille et de la nation, a eu à aborder déjà le sujet. Nous voudrions qu'il regarde davantage la situation des aspirants pour améliorer leurs conditions de vie. Toute la nation lui sera reconnaissante. Nous le remercions pour ce qu'il aura fait pour les aspirants. Mais je suis déjà content. Il faudrait que nous tous, les gouvernants, comme les travailleurs, comme les employeurs, nous travaillons à booster davantage l'économie pour que le reste puisse s'en suivre. Allons à présent à Porto Novo pour écouter les réactions des citoyens rencontrés par nos correspondants Calvado Amanou et Nathalie Doriso-Olabi. À première vue, c'est une bonne chose parce que les travailleurs attendaient cette augmentation, ça fait un moment. Et même annoncé depuis décembre par le chef de l'État, les choses sont en train de rentrer dans l'exécution, dans la concrétisation. Voilà, c'est une bonne chose. On veut que ça soit au-delà même de ce qui est dit hier. On le souhaite parce que le SMIC à 52 000, bon, c'est pas encore ça pour le Béninois aujourd'hui. On veut que ça aille plus que ça. Mais on prend ce qui est disponible. C'est vraiment le plus social. C'est le vrai social. Si cette décision peut être aussi étendue au niveau du secteur privé, ça va beaucoup. Ça va encore beaucoup faire du bien pour la nation. Jusqu'en novembre, c'est encore trop parti. Si ça pouvait commencer à partir du 1er mai, c'est bon, c'est pour les travailleurs.
tout ce qui concerne les travailleurs, si on profite de leur fête pour leur annoncer, c'est une bonne chose. Pourquoi pas? On revient à Cotonou où Alexandra Diotan et Miché Elegbe ont tendu leur micro à quelques citoyens. On les écoute. Si le SMIC a été augmenté, c'est une bonne chose parce que en voyant sur le marché, tout est cher. Tout est cher, même les fonctionnaires. Si le marché est augmenté et puis les salaires des fonctionnaires ne sont pas augmentés, donc on va en arrière. Et si le président a pensé à ça, c'est une bonne chose. Maintenant, il va penser à autre chose encore. Cela ne peut que nous réjouir parce qu'on attendait de cela il y a de cela très longtemps. Est-ce que vous voyez? Parce qu'au jour le jour, le panier de la ménagère ne fait que dégringoler. Et s'il y a une augmentation de la hausse, c'est la bienvenue. Nous attendons de pied ferme pour voir la concrétisation. Parce que nous voulons le concret. Est-ce que vous voyez? Nous voulons le concret. Le peuple ne peut que se réjouir. C'est mon opinion à moi. Donc on attend de voir. D'ici à là, comment ça va se passer? Ce que je pense, c'est pas mal à mon avis. Toutefois, je pense que c'est toujours pour améliorer les conditions de vie des Béninois. Et on ne peut que louer quand même les efforts de l'État. C'est déjà un bon début et ça nous réjouit. On a aimé ce que nous voulons, il faut que le plus tôt sera le mieux. Ça va se faire. Ça devrait nous réjouir. Comme je l'ai dit tantôt, les produits deviennent chers de jour en jour. Vous voyez, avec cette augmentation, ça pourrait quand même alléger les peines et la souffrance de la population, enfin des employés, je pense. Face à la flambée des prix alimentaires, le gouvernement a pris le 20 avril dernier des mesures conjoncturelles et structurelles en faveur du secteur agricole pour éviter une crise alimentaire. De quoi retournent ces mesures? Élément de réponse dans ce résumé de l'entretien accordé par le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche à la télévision nationale. Une économie fortement tributaire du secteur agricole, un secteur occupant près de 70% de la population active, un secteur vital frappé de plein fouet par la crise économique mondiale. Une forte tension sur les facteurs de production, en l'occurrence les engrais dont les prix de vente sur le marché flambent et inquiètent plus d'un. En l'espace de 2-3 mois, les prix ont grimpé du simple au quintuple. Le Bénin a pu se positionner à temps pour acquérir son intrant, alors que beaucoup d'autres pays attendaient de voir un peu plus d'embellie, que la coupe retombe avant de s'approvisionner. L'exécutif béninois ne reste pas silencieux face à la situation devenue pénible pour les acteurs du monde agricole. Nous avons eu à homologuer les prix des intrants agricoles à 14 000 francs le sac d'engrais contre toute attente. Et puis veiller à ce que, le prix du coton, par exemple, puisse être amélioré à 300 francs le kilo. Mais ce qui est acquis, c'est bien des intrants aussi bien pour le coton que pour la culture vivrière. Et là, notre pays, le Bénin, a pu s'en sortir avec un volume important de plus de 271 000 tonnes d'engrais à la faveur de toutes nos spéculations. Un effort combiné des secteurs publics et privés, renoncer à des bénéfices pour sauver le secteur, éviter la crise alimentaire aux populations béninoises et même au-delà. Ce qui a été fait, c'est que au prix que nous venons d'homologuer de 14 000 francs, pour en arriver là, il y avait un gap de 54 milliards à combler. L'interprofession elle-même a mis sur la table 11 milliards 5. Les égreneurs de l'interprofession ont encore fait un complément de 11 milliards. Ces nouveaux prix homologués touchent notamment les intrants des spéculations vivrières. Nous devons veiller à ce que ces intrants-là puissent aller vers ces cultures vivrières et qu'on en produise beaucoup. Le marché est demandeur. Tenez, mes paysans cette année ne se sont pas plaints. Ah oui? Ils ont gagné de l'argent. Des paysans plus riches, en amont des décisions fortes d'accompagnement, les décideurs veillent au grain. Ultime ambition, faire du Bénin une puissance agricole. Ça incite d'aller à la ferme.
Au retour d'une conférence de la CEDEAO au Libéria sur la politique du bipartisme, Gustave Assa est allé emporter les conclusions au président de l'Assemblée nationale. Gustave Assa est le président élu de la plateforme de la CEDEAO sur le bipartisme. Il s'est confié à Firmin Bassao au sortir de l'audience. Il y a l'unité nationale à développer et la promotion du développement durable sur le travail légendaire que fait l'Assemblée nationale déjà. Il a été question durant cet atelier également de mettre en place des plateformes. Et 3 plateformes ont été mises en place. La plateforme des organisations de la société civile pour le bipartisme, dont j'ai été élu président de la plateforme pour la CEDEAO. Et ensuite, nous avons la plateforme des partis politiques pour la promotion du bipartisme au niveau de la CEDEAO. C'est un Ivoirien qui a été élu à ce niveau, et la plateforme des clercs des assemblées nationales qui ont été élus. Et nous, les 3 qui sommes ici, il y a les 2 autres qui sont membres de ces différentes plateformes, et nous sommes venus rendre compte au président de l'Assemblée sur le portage de cette politique de bipartisme au niveau de la CEDEAO et particulièrement pour le Bénin. Et pour le Bénin, il est important aujourd'hui qu'on comprenne que il faut travailler à l'appropriation de ce guide du bipartisme, parce qu'un guide a été adopté au cours de cette rencontre que nous avons eue en mars dernier. On reste à l'Assemblée nationale où après des années de suspension pour cause de Covid-19, la cérémonie des couleurs reprend ses droits. Instaurée par le président Louis Vlavonou au lendemain des violences post-électorales de 2019, la montée des couleurs au palais des gouverneurs est entretenue comme un signe de patriotisme et d'unité nationale. Firmin Bassao. Cette fanfare militaire, suivie de l'exécution de l'hymne national du Bénin pour marquer la reprise officielle de la montée des couleurs à l'Assemblée nationale. Suspendue au début de l'année 2020, à cause de la pandémie de la Covid-19, la traditionnelle cérémonie des couleurs reprend ses droits au palais des gouverneurs à Porto Novo. Autour du président de l'Assemblée nationale, le personnel civil et militaire, appuyé par les différents responsables de l'administration parlementaire et les membres du cabinet. Cérémonie des couleurs parce que, entre-temps, nous sommes venus dans un contexte donné. Nous sommes venus en 2019. Au moment des crises post-électorales. Et il y avait des frères qui pointaient le canon contre d'autres frères. Et il fallait nécessairement trouver le mécanisme pour que nous nous sentions appartenir à une même nation. Et nous avons trouvé dans le génie créateur de nous-mêmes ce mécanisme pour pouvoir parler à tout le monde. Et lorsque nous chantons le couplet, surtout le deuxième couplet, nous voyons que lorsqu'arrivent ces moments-là, nous devons regarder les couleurs et dire que, attention, nous sommes des frères. Ça ne peut pas arriver. Les mesures ont été allégées et j'estime que c'était une bonne chose et il fallait encore recommencer. C'est une manière aussi de ne pas être sur ma tour et que je ne connaisse pas même ceux qui sont mes amis, ceux qui ne les connaissent pas. Donc ça me permet aussi de dévisager les gens. Rendez-vous est pris chaque lundi matin pour le même cérémonial. On reste dans l'univers politique. On a 2023 en ligne de mire et les responsables de l'organisation de la jeunesse du bloc républicain sensibilisent les jeunes de l'Ouémé autour des enjeux des élections législatives prochaines. Au détour d'une journée de réflexion organisée à Adjara, le député Nouhoum Bida est allé convaincre les jeunes sur les comportements à adopter en période électorale. Comportements civiques s'entend. Firmin Bassao, Brissombo. Bloc républicain plus unis. Pour la deuxième phase des journées départementales de l'OJBR dans l'Ouémé, la commune d'Adjara s'honore d'accueillir les leaders de cette organisation de jeunes républicains avec à leur tête le coordonnateur national, le député Nouhoum Bida. L'heure est à la mobilisation pour les élections législatives de 2023 et l'OJBR ne veut rater aucune occasion pour convaincre la masse sur les enjeux du système partisan instauré au Bénin avec l'avènement du nouveau départ. Nous devrions remercier dans un premier temps le chef de l'État, le président Patrice Talon.
L'organisation de la jeunesse du bloc républicain entend miser sur la sensibilisation de ses militants, d'où le thème évocateur « Période électorale, stratégies et comportements du jeune leader ». Leur rêve, être le plus grand parti de la nation au soir du scrutin du 8 janvier 2023. Je souhaiterais que ensemble, depuis l'OME, depuis Adjara, que la jeunesse, que nous nous mettions debout pour dire que nous nous engagions à ce que cet objectif très important soit atteint. Camarades jeunes, si nous nous engageons, nous devrions nous mettre d'accord et dire haut et fort que nous promettons aux responsables du parti que grâce à Dieu, grâce à notre engagement, au soir du 8 janvier 2023, le bloc républicain sera le plus grand parti du Bénin. Je vous prie de vous mettre debout pour le témoigner très haut et très fort ici même à Adjara, à travers vos applaudissements s'il vous plaît. Adjara est le point de départ d'une série de sensibilisations qui va se poursuivre dans tous les autres départements du territoire national. Aujourd'hui, mercredi, on ne peut rater la livraison du Conseil des ministres. Le Conseil des ministres a siégé au cœur des décisions. 4 sociétés industrielles ont obtenu leur agrément au Code des investissements. Toutes les décisions avec le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandron-Ngweji. À l'issue du Conseil des ministres de ce jour, mercredi 27 avril 2022, dont les travaux ont été conduits par le président de la République, M. Patrice Talon, les décisions ci-après ont été prises. S'agissant des mesures normatives, sous cette rubrique, les décrets portant nomination des membres du conseil d'administration de la Poste du Bénin SA et de membres au sein du conseil d'administration de l'Institut national des recherches agricoles du Bénin, INRAB, ont été adoptés. S'agissant des communications, en point 1, agrément au Code des investissements de 4 sociétés pour leurs projets. Les dites sociétés ont sollicité le bénéfice de régime privilégié du Code des investissements pour divers projets destinés à renforcer le tissu industriel de notre pays avec des retombées dans la création de nombreux emplois. Il s'agit de Fludor Bénin SA, admis au régime des investissements spécifiques pour le projet d'installation d'une nouvelle ligne de production d'huile végétale Fludor à Cana dans la commune de Zogodomé. Wadi Kachou Sarl, au régime B, pour l'installation et l'exploitation d'une unité de transformation de noix de cajou à Zungpa, dans la commune de Boycon. Biolinx et TIC Bénin Sarl, au régime A, pour l'implantation d'une usine de production et de remplissage d'oxygène à usage médical à Sémé-Ogun, dans la commune de Sémé-Podji. Compagnie béninoise de production polypropylène SA, au régime B, pour la mise en place d'une unité industrielle de recyclage des déchets ménagers en granulés à Hozon, dans la commune de Ouida. En point 2, mission de conduite d'opération dans le cadre du programme de construction et de réhabilitation de 30 lycées techniques agricoles et de 7 écoles de métiers. Pour rappel, le gouvernement a fait l'option de ces lycées modernes dans le but de former des exploitants agricoles de type nouveau. Quant aux écoles de métiers, elles ont vocation à doter notre économie d'ouvriers et de techniciens qualifiés et compétents dans divers domaines tels que ceux de l'énergie, du numérique, des bâtiments et travaux publics, de l'automobile et des équipements industriels, de l'eau et de l'assainissement, des industries du bois et de l'aluminium, du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration. La présente mission, confiée à un groupe spécialisé disposant de références solides, consiste à réaliser diverses prestations relatives notamment à l'élaboration des documents nécessaires au lancement des consultations et la désignation des intervenants, l'appui à l'attribution des marchés et l'établissement des projets de contrat, la coordination et le suivi des études, des projets jusqu'au dossier de consultation des entreprises, la supervision de l'ordonnancement, du suivi, du contrôle et de la surveillance de l'exécution des travaux, de la qualité des matériaux et de la conformité des prestations réalisées par les entreprises, le suivi des plannings des travaux,
la vérification et le visa des décomptes, ainsi que la participation aux réceptions provisoires et définitives des ouvrages, puis la gestion des interfaces entre maîtres d'ouvrage, maîtrise d'œuvre, intervenants et entreprises. Les ministres concernés veilleront au suivi rigoureux de l'exécution de la mission. S'agissant des rencontres et manifestations internationales, enfin, le Conseil a autorisé l'organisation à Cotonou, du 23 au 27 mai 2022, d'un cours régional sur la sécurité des matières radioactives en cours d'utilisation et d'entreposage. La participation de notre pays à la 15e conférence des parties COP15, à la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, à Abidjan, en Côte d'Ivoire, du 9 au 20 mai 2022. Je vous remercie. Ici s'arrête ce journal. Merci pour votre fidélité. Merci à toutes les équipes qui ont contribué à sa livraison. Bonsoir chez vous.